pourrais prendre plusieurs de mes tableaux et, je ne sais pas, avec un appareil cinématographique, et suivre, faire des fragments. Et je crois que chaque fragment est très élaboré et représente même un de mes tableaux quelquefois peut représenter 10 ou 20 tableaux. Je trouve qu'il y a une possibilité de richesse. Et ça, j'y tiens beaucoup. Alfred Pellan, pourquoi un peintre sent-il le besoin de quitter la représentation exacte du réel ou de ce qu'on appelle parfois l'académisme? C'est d'abord un besoin plastique, suivant toutes ses études, toute sa vie, toutes ses recherches. Il y a des peintres qui ont toujours été des peintres réalistes, qui ont fait des choses de très grande qualité. Mais est-ce que c'est pour exprimer un monde plus personnel, plus privé? Surtout s'exprimer soi-même. Il s'agit de se trouver, n'est-ce pas? D'être dans son élément. Et vous, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Moi, je préfère être de mon temps. Enfin, je suis toujours très inquiet. Et à chaque fois que je fais un tableau, c'est un nouveau problème. Alors nous subissons tellement d'influences à notre siècle, que ce soit de la science, par la science ou la littérature ou la musique moderne. Il s'agit tout simplement d'être de son temps. Et un peintre, surtout, doit se trouver lui-même, de trouver un moyen d'expression qui lui convienne. Et s'il est un peu inquiet, alors il fera des choses peut-être qui auront l'air d'être impossibles pour la plupart des gens, mais quand même, lui, il y croira intensément et il sera automatiquement de son temps. La grande question, c'est un problème plastique et surtout un état de sincérité. Alfred Pellan, comment avez-vous commencé à peindre? J'ai commencé à peindre à Québec, étant assez jeune, j'avais 14 ans, et j'étais influencé par les calendriers, figurez-vous. Alors j'ai commencé à faire des copies de calendriers. Alors, il n'y a pas de gêne à cela, surtout qu'à l'époque, à Québec, il y avait un musée, on représentait de la peinture canadienne, il y avait aussi des publications, enfin, à l'école des beaux-arts, mais on ne connaissait pas la peinture contemporaine, enfin, c'est-à-dire, on ne connaissait pas vraiment la peinture fauve, la couleur, ces choses-là.
Alors surtout, j'ai commencé à faire du calendrier, peut-être comme tout le monde, à l'époque on faisait. Mon père avait commencé à faire de la peinture étant malade. Alors il avait laissé son matériel dans une boîte. Je l'ai trouvé dans un tiroir et j'ai commencé à... J'avais peut-être un esprit de sens de bricolage. J'ai commencé automatiquement à aimer la couleur et à pouvoir dessiner. J'ai toujours aimé dessiner. D'ailleurs, étant petit, je dessinais beaucoup. Alfred Pellan, vous faites maintenant de la peinture qui n'est pas strictement réaliste, mais je pense qu'au tout début de votre carrière de peintre, vous avez commencé par faire des tableaux réalistes. En effet, l'école des beaux-arts à l'époque, je suis rentré, j'avais 15 ans, en 1920, et c'était une école où il n'était pas question d'art moderne, d'art contemporain du tout. C'est une formation académique très intéressante. Le directeur était efficace au possible, au point de vue émulation. On avait une liberté, une grande liberté. J'ai rarement par la suite rencontré une école de ce genre. Et à l'époque, j'ai beaucoup dessiné. J'ai fait la sculpture, les croquis, la publicité, l'anatomie, le moulage. On avait des Italiens en bas qui faisaient du moulage, qui sont encore là d'ailleurs. J'ai même collaboré avec les architectes pour faire des maquettes, leurs maquettes d'architecture. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait mes ordres, mes 3 ordres, quoi, dorique, corinthien et puis ionique. Et Est-ce que vous pensez que ce séjour à l'École des beaux-arts de Québec qui vous a donné cette versatilité qu'on vous connaît maintenant, enfin vous touchez à plusieurs domaines, est-ce que c'est déjà à ce moment-là vous vous intéressiez, semble-t-il, à énormément d'aspects, non seulement à la peinture de chevalet, mais à la sculpture? Est-ce que vous pensez que ce séjour à l'école vous a en, aidé dans ce sens-là? en effet, vous avez raison. Je crois que d'avoir goûté à toutes ces formes d'art, et je crois que cela me servira toujours, même à l'heure actuelle. Pour vous, est-ce que ces tableaux sont un peu la naissance de votre art, ou bien c'est seulement plus tard que vous dateriez, disons, vos débuts véritables dans la peinture? C'est une naissance. En effet, je crois que les mêmes qualités que l'on peut avoir étant jeune, on continue à les développer plus intensément plus tard. Je pense qu'après cette période à l'École des beaux-arts, vous êtes devenu boursier du gouvernement canadien et vous êtes allé étudier à Paris. Oui, c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé vraiment à être inquiet et à recommencer du tout au tout toutes mes inquiétudes, enfin, et surtout toutes les influences que l'on peut subir à Paris. Et il faut penser que c'était tellement merveilleux, tout ce qu'il y a de plus riche, je parle des maîtres, des grands maîtres contemporains, de cette époque, on pouvait les voir dans les galeries ou dans les musées, dans les collections là-bas à Paris. Est-ce que d'avoir vécu cette période de la peinture vous a été particulièrement utile pour vous? Tout à fait salutaire. C'est vraiment à ce moment où j'ai opté définitivement et j'en garde non seulement, je crois qu'on peut s'en apercevoir dans mon travail, je crois que j'ai vraiment à ce moment-là été formé définitivement vers pour l'art contemporain. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de peintres canadiens qui ont eu la chance de vivre aussi longtemps à Paris et surtout de vivre cette époque-là. Est-ce que... Il y a des peintres canadiens qui sont passés, qui étaient là avant moi, et ils n'ont, je crois, là c'est un petit peu dur de ma part, mais je crois qu'ils n'ont pas ouvert les yeux, ils n'ont pas constaté tout ce mouvement d'art contemporain. Alfred Pellan, est-ce que vous pensez qu'un peintre doit se limiter uniquement à peindre des tableaux? Non, parce qu'on a deux exemples. Léonard de Vinci, vous connaissez son génie enfin, universel.
Il ne faisait pas seulement de la peinture. Michel-Ange écrivait même des poèmes. Et je crois qu'à notre époque aussi, il y a des peintres qui s'occupent de travailler dans toutes sortes de domaines. C'est très intéressant, c'est toujours un peu le même problème de dessin et d'invention, surtout l'invention. Vous avez eu l'occasion de travailler avec des moyens d'expression très différents. Est-ce que pour chacun, vous avez été plus ou moins obligé de transposer votre expérience de peintre? Oui, à chaque fois, c'est toujours un nouveau problème. La peinture, la sculpture, la tapisserie ou pour l'édition, c'est toujours un nouveau problème. Par exemple, quand vous avez fait beaucoup d'affiches pendant un certain temps, L'affiche est surtout une synthèse, c'est plutôt un élément choc et qui doit être simplifié au possible. D'un autre côté, vous voyez des illustrations qui sont un petit peu genre affiches dans les publications des magazines. Alors, la personne qui regarde un livre a davantage de temps à s'attarder, tandis que l'affiche doit être un élément tellement le moins de lettres possible, vous savez, très sobre en soi, très stylisé et à contraste. J'ai fait concernant la TV, la télévision et la radio, c'est une affiche mais de magazine, somme toute. Alors là, il faut que ce soit plus élaboré, en fait que l'on comprenne de quoi il s'agit. Alors là, à ce moment-là, le commanditaire peut tout expliquer avec le texte. vous avez également fait, je pense, de l'illustration pour certains livres. Vous n'avez jamais fait de gravure, mais vous avez fait des dessins, je pense, pour illustrer les volumes. En effet, je n'ai jamais fait de gravure, mais j'ai fait des illustrations. Alors je les concevais toujours, même en perspective de pouvoir faire des tableaux, exécuter des tableaux de ces choses-là. Vous avez fait également des murales. Si on a une commande à faire, notre conception doit être stylisée en synthèse, le problème est tout à fait épuré et vraiment avec un esprit mural pour s'adapter au mur. Et vous avez même fait des décors de théâtre et des costumes. En effet, j'ai travaillé, mais à l'époque, c'était au début avec le Père Legault et le TNP. Est-ce que le peintre peut passer facilement d'un moyen d'expression à l'autre? Pas facilement. Je crois qu'on est obligé de faire un effort. Mais l'effort est toujours très intéressant. Et pour vous, c'est presque aussi important de faire des œuvres comme celle-là que de faire des tableaux. C'est le même domaine. C'est toujours un domaine artistique, je pense que c'est très intéressant, toujours passionnant. Alfred Pelland, après plusieurs années à Paris, vous êtes revenu à Montréal et à ce moment-là, vous avez rapporté le fruit de ces nombreuses années. Quelle était à ce moment-là votre conception de la peinture? C'est qu'après, ma conception de la peinture était, comme je l'ai dit antérieurement, était vraiment engagée dans la peinture très moderne.
Et j'avais apporté, après 14 ans de travail, j'ai apporté avec moi presque tout ce dont j'avais de disponible. Et c'était en 1940. J'ai fait cette exposition je crois qu'elle était très intéressante, surtout pour les artistes ici à Montréal. Mais le public était un peu perdu, un peu beaucoup perdu même. Oui, alors j'étais un petit peu inquiet pour l'avenir. Ici, je me suis dit, si les peintres exposent seulement de la peinture moderne, peut-être qu'on restera tout seul dans notre tour d'ivoire, parce que je ne pensais pas seulement à moi. Alors j'ai entrepris l'année suivante d'aller dans le bas du fleuve, et la petite rivière Saint-François. Et là, j'ai fait une série de portraits, volontairement, j'ai fait une série de portraits et de paysages. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas, mais c'était voulu. Et tout de suite, j'ai exposé ces choses-là avec des choses modernes que j'avais. Alors, et le public s'est davantage familiarisé avec la peinture régionale que j'avais fait cette année-là et les choses modernes. Automatiquement, les gens ont commencé à sympathiser avec les peintres modernes. Et malheureusement, à ce moment-là, j'ai été accusé de rétrograde, mais il n'était absolument pas question pour moi de capituler. Au contraire, c'était un stage à passer, peut-être pour le bien des peintres et pour le bien du public. Et par la suite, je me suis toujours remis à continuer à œuvrer avec les mêmes perspectives. Enfin, œuvrer dans ce sens afin de prouver au public qu'on n'est pas des fumistes, qu'on ne fait pas simplement une peinture, que c'est gratuit ou qu'on ne veut pas seulement les scandaliser, qu'on est capable de prouver qu'on est capable de faire des choses réalistes aussi. En ce moment, il n'y a pas d'école, somme toute, qui soit spécifiquement à continuer. C'est un état constant de recherche et je trouve que c'est un moyen efficace au possible pour le progrès de l'art, un état de nouvelles découvertes, exactement comme la science. Et je crois que l'artiste
inconsciemment subit cet état de choses. On ne sait pas où l'on va, euh, et je crois que la science non plus ne sait pas où elle va. Enfin, elle va vers le progrès de plus en plus. Est-ce que vous pensez que les peintres sont en train d'inventer une sorte de monde visuel nouveau? Tout est à réinventer constamment de tout temps. Enfin, on est même étonné de de toutes les nouvelles découvertes que l'on fait en peinture même. Vous semblez préoccupé par les découvertes nouvelles du monde moderne et d'essayer de donner une sorte d'équivalence aux découvertes du domaine scientifique. Et est-ce que à ce moment-là, les peintres ne sont pas en mesure précisément de nous préparer visuellement à ce monde nouveau dans lequel nous allons vivre? Non, on est préoccupé, mais je ne crois pas que que ce soit notre problème. Je ne crois pas. C'est plutôt plus intérieur. C'est plutôt un instinct qui nous fait, je sais pas, façonner de nouvelles formes, de nouveaux besoins. Et si vous aviez un jugement à porter sur les peintres nouveaux, est-ce que vous aimez, disons, la peinture qui se fait? Un jugement, mais c'est difficile de passer un jugement. Il faut pas, au contraire, il faut laisser tout le monde libre. Le seul jugement, si je me permettais une critique, je l'ai déjà dit antérieurement ici au Canada, c'est la facilité en art. Ça, je crois que c'est inadmissible en science, c'est inadmissible dans tous les domaines, et en sculpture ou en peinture. Ça, je désapprouve totalement. Et c'est un travail de laboratoire. On ne devrait pas se permettre d'exposer des choses qui sont des recherches personnelles. C'est très bien qu'on en fasse les choses les plus osées. Tout est permis, mais à une condition. Il ne faut pas en faire une chose consacrée tout de suite. Il faut œuvrer, élaborer le problème. Autrement, la peinture moderne sera dans un état de décadence. Vous ne semblez pas croire beaucoup à la peinture strictement automatique. Si, j'en fais moi-même depuis, mais j'en ai fait avant Bordua depuis des années avant le Bordua, mais même les gens ne peuvent pas voir souvent dans ma peinture que ce sont des procédés tout à fait de l'automatisme que j'emploie. Mais je travaille tellement mon travail, ma peinture après, que quelquefois c'est moins apparent, mais pour un peintre, pour moi, les peintres devraient le voir, ces choses-là. C'est-à-dire que le début de vos tableaux sont parfois automatistes, Ils sont faits automatiquement, disons, et oui. ensuite vous les travaillez, vous les reprenez. Voilà, j'élabore le problème, et souvent même j'ai des tableaux qui sont tout à fait abstraits. Et je crois à l'abstraction au point de vue comme épuration. Je trouve que l'abstraction en soi, le rond, le carré, le triangle, l'ovale, le losange et tout, c'est un assainissement de l'art. C'est tout à fait épatant, mais si on ne fait que cela, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Je ne suis pas contre la peinture rapide, parce que la spontanéité, ça existe en art. On peut faire des choses magnifiques. En art, toutes les libertés sont possibles. Est-ce qu'on peut rattacher à ce besoin de construire, de traduire, parce qu'en 3 dimensions, certains de vos tableaux récents, enfin plus ou moins récents, de la série des Jardins, par exemple? En 3 dimensions? Ceux dans lesquels vous utilisez des matières autres que la peinture. Oui, justement, un exemple à ceci, je ne sais pas, c'est un petit peu une vantardise de ma part, mais enfin, on pourrait prendre plusieurs de mes tableaux et, je ne sais pas, avec un appareil cinématographique et suivre, faire des fragments. Et je crois que chaque fragment est très élaboré et représente même un de mes tableaux, quelquefois, peut représenter 10 ou 20 tableaux. J'entends. Je ne dis pas pour cela que je fais un tableau qui est mal conçu, qui ne soit pas homogène, mais je trouve qu'il y a une possibilité de richesse. Et ça, j'y tiens beaucoup. Alfred Pellan, quels sont les procédés techniques que vous affectionnez particulièrement? Je les affectionne tous parce que j'expérimente toujours. Et c'est toujours de nouvelles découvertes, à mon avis. Et, par exemple, quelquefois même, je me fais des outils, indépendamment des pinceaux, on peut peindre avec ses doigts aussi, mais je me fais des outils pour faire certaines matières.
Alors, c'est un état de jouissance, de plaisir, de joie, de créer de nouvelles matières et de combiner le tout avec soit le dessin, la couleur. J'attache une très grande importance à la couleur. Pour moi, c'est de la musique. Enfin, les couleurs sont des sons. Et pour moi, c'est toujours musical. Et tant que pour les techniques, il y a des techniques qu'on ne peut pas changer. On peut peindre par transparence, par glacis, on peut jouer avec les vernis, on peut jouer avec... moi j'ai déjà peint même avec du riz, je peins des fois avec du tabac, je mélange ça avec la pâte, du sable, j'emploie du marbre broyé, euh, blanc, et j'ai déjà peint avec des vaporisateurs à la bouche, si on peut dire. Ce n'est pas une question d'acrobatie, c'est une question de pouvoir découvrir de plus en plus de techniques, d'en redécouvrir de nouvelles. Et tous ces moyens sont excellents. Les jeunes peuvent y aller, tous les moyens sont bons. Ils peuvent peindre les yeux fermés au besoin, mais à condition de tout contrôler après.